Martin Tremblay Meubles est heureux de vous présenter l'émission À votre service. Pour vos meubles, électroménagers, matelas, appareils électroniques et accessoires, une adresse dans Charlevoix, Martin Tremblay Meubles. Monsieur, madame, bonjour, bienvenue à l'émission À votre service. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, une émission spéciale, non pas enregistrée dans le studio habituel du Café Les Moulins Lafayette, mais bel et bien ici dans le studio de TVCO. Et vous savez pourquoi? Le fameux coronavirus. Alors, ça crée des changements, ça crée des modifications et on est obligé de s'ajuster. Aujourd'hui à l'émission, un seul sujet, vous allez voir, fort intéressant, et il s'agit du fleuve Saint-Laurent. Et pour nous en parler, je reçois Mme Raphaëlle Dansette du comité ZIP, qui est la zone d'intervention prioritaire. Alors, bonne émission. Raphaëlle Dansette du ZIP, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, avant de commencer, là, juste pour déterminer qu'est-ce que c'est que le ZIP. C'est pas un zipper, là. Non, absolument pas. ZIP, c'est pour zone d'intervention prioritaire. Ça fait très sérieux, là. Ça fait très sérieux. C'est parce qu'on prend au sérieux la santé de notre environnement marin, de l'environnement du fleuve Saint-Laurent. Donc, la connotation est environnementale. Oui, c'est une zone d'intervention prioritaire pour l'intervention de préservation, de restauration du Saint-Laurent. Du Saint-Laurent. Oui. Donc, en fait, le Saint-Laurent a été divisé en 12 tronçons lors de la création du plan d'action Saint-Laurent en 1988. Et c'est une entente à la fois, c'est une entente entre le fédéral et le provincial pour préserver puis restaurer le Ce magnifique cours d'eau. Voilà. Avec la grande diversité. Oui. Parce que c'est unique dans le monde, ce fleuve Saint-Laurent-là. Je veux dire, il n'y en a pas d'autres comme lui. Il part de très loin. Oui. Il s'en va dans les terres, par le fait même, jusque dans les Grands Lacs. Alors, foncièrement... C'est notre artère, c'est notre colonne vertébrale, notre artère. D'ailleurs, c'est par là que l'Amérique a été découverte. Absolument. Alors, donc, zone d'intervention prioritaire sur le fleuve Saint-Laurent. Good. Alors, ça fait 20 ans que ça existe, comme vous l'avez mentionné? Oui, dépendamment. Il y a différents comités de la zone d'intervention prioritaire qui ont été créés à différents moments, mais il y en a certains, comme le comité ZIP Saguenay, qui a été créé donc il y a 20 ans. Et, alors, lui, il est depuis les tout débuts, c'est à l'origine? C'est ça, depuis l'origine. Par contre, la zone de Charlevoix a été rajoutée seulement il y a 3 ans, en fait. Oh, c'est tout récent. Oui. Donc, avant, elle n'était pas couverte par une zone d'intervention prioritaire. C'est pas important. On parle du fleuve, puis là, on parle du Saguenay. Le Saguenay est une branche dont l'eau se jette dans le fleuve. Oui, bien, comme il y a des conditions marines de mélange des eaux dans le fjord, puis dans une grande partie de la rivière, bien, c'est pour ça que ça faisait partie de la... Puis bon, aussi, à l'époque, le découpage était un petit peu différent entre les différents secteurs qui étaient couverts par les zones d'intervention prioritaire. Mais oui, c'est étonnant qu'on n'ait pas décidé de découvrir la région de Charlevoix. Je ne sais pas exactement quelle est la raison. On est dans une zone aussi On le prenait pour acquis? Peut-être. On est dans une zone qui est plus saumâtre, où on voit moins bien peut-être la diversité biologique. Je ne sais pas, peut-être que c'était moins connu, qu'on réalisait moins l'importance de préserver cette zone-là. Peut-être qu'aussi c'est simplement une raison administrative, là, je ne pourrais pas l'expliquer. Est-ce qu'au moment de sa création, il y a eu plusieurs zones comme celle du Saguenay qui ont embarqué immédiatement?
Ah, ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Parce que là, je me posais la question. Nous, si ça fait juste 3 ans, puis il y a 14 zones qui existent. En 12 et 14, là, OK. ça a varié un peu. Alors, finalement, c'était un petit peu laisser libre cours à chacune des régions pour dire le fleuve, on embarque dans ce projet-là, finalement. Là. Bien, c'est-à-dire que ça a été découpé à l'origine lors de l'entente Canada-Québec, mais oui, je ne sais pas exactement pourquoi certaines zones ont été jugées d'intervention prioritaire, puis d'autres non, OK. ou n'ont pas été couvertes à l'époque. Mais ensuite, c'est aussi de mettre en œuvre les comités, parce qu'à la base, les comités ZIP, c'était aussi vraiment pour faire le pont entre les groupes citoyens, entre les organismes locaux et puis les gouvernements. OK. Donc, pour essayer de relayer les préoccupations, les visions. On prend l'information et on locales. diffuse l'information. Oui, dans un sens et dans l'autre aussi, Oui, là, pour oui. que le gouvernement... Vous êtes une sorte de aussi- courroie de communication. Oui. OK. Bon, c'est pour ça que c'est un comité. Oui. OK. J'imagine. Le non-comité, là, je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais c'est peut-être justement l'origine citoyenne, OK. la volonté d'intégrer des acteurs de différents milieux, de différents secteurs. On a vraiment une mission de concertation, là, donc de concertation entre les différents acteurs qui ont des préoccupations qui peuvent être extrêmement diverses, Mhm. mais pour lesquelles on veut essayer de dégager une vision commune du Saint-Laurent, du développement du Saint-Laurent. Parce qu'effectivement, je pense qu'on le prend pour acquis. On le regarde tous les jours, nous qui sommes sur le rivage, clair. effectivement, du fleuve Saint-Laurent. Ça a déjà été l'élément principal en termes de navigation, en termes de transport et de marchandises et de personnes, parce qu'avant, les routes n'existaient pas, c'était le fleuve. Absolument. Là, on a comme perdu un petit peu cette Ce approche-là. lien. Là. Absolument. On s'est déconnecté graduellement avec le temps du Saint-Laurent, justement par l'apparition des routes, le développement de notre réseau routier, puis par d'autres façons de faire, de subvenir à nos besoins aussi. On a quand même diminué la pêche aussi de subsistance, Ouais. ou, bon, récréative. Ça a varié un peu, c'est en fonction des espèces, etc. Mais oui, surtout la pêche de subsistance, c'est vraiment là, limité. Puis c'est plutôt la concentration vers des industries de pêche, petites ou grandes. OK. Mais, Qu'est-ce qu'il a de particularité, de particulier, le fleuve? Parce qu'il y a une portion d'eau douce, il y a une portion d'eau salée. bien, c'est un immense fleuve, donc c'est un immense cours d'eau dans lequel, en fait, dans l'estuaire maritime qui va jusqu'à Tadoussac, si on part du Golfe, il y a vraiment des strates d'eau, des couches d'eau qui sont influencées par les courants, qui viennent le courant du Labrador, qui vient donc du nord, puis les eaux de surface qui viennent Oui. plus donc des grands lacs, puis qui amènent l'eau qui est plus douce vers le large. L'ensemble des bassins Donc, versants aussi. Là, c'est ça. Puis il y a plusieurs bassins versants qui se déversent dans le Saint-Laurent. Donc, il y a vraiment toute une arrivée puis un mélange d'eau et des propriétés Tout un de ces écosystème, eaux-là. Ah oui, bien, plusieurs écosystèmes. En fait, Plusieurs on peut pas écosystèmes. dire que c'est un seul écosystème. Là. C'est vraiment plusieurs écosystèmes. Puis nous, dans la région où on se trouve ici, en Charlevoix, on est dans ce qu'on appelle l'estuaire moyen. l'estuaire Donc, il y a un moyen, d'accord. brassage des eaux, justement. Il y a des couches d'eau dans l'estuaire maritime, donc plus à partir de Tadoussac. Mais avant ça, c'est davantage mélangé. C'est pour ça qu'il y a une plus grande turbidité aussi de l'eau. Cette turbidité-là et le brassage sont causés par le fait qu'on est dans une zone qui est un petit peu moins large, beaucoup moins profonde, parce qu'à Oui. partir de Tadoussac, là, c'est le Ça, on pense que chenal c'est un grand cours d'eau, puis laurentien, c'est mais- très profond, le fleuve. C'est très surprenant. Il y a Bien, beaucoup d'eau au fond. dépendamment, c'est ça, dépendamment des zones. Ici, c'est entre 50 et 100 mètres là, dans notre tronçon De profondeur. de profondeur. D'accord. Donc, c'est pas, c'est ça, c'est pas si profond que ça. Le chenal commercial qu'on appelle, Oui. c'est là où on voit passer les bateaux, il est du côté nord principalement. Oui, la voie maritime. Exactement. OK. Parce que du côté de la rive sud, les eaux se retirent énormément parce qu'il n'y a pas de... C'est moins profond, c'est comme ça que le... C'est naturel, c'est c'est ça, un c'est chenal naturellement. naturel. Mais bon,
la voie maritime, il y a plusieurs endroits où on l'a draguée pour qu'elle soit plus profonde, mais oui, sinon, c'est une formation Ça, on trouve ça davantage entre naturelle. Québec et Montréal et ainsi de suite. Là. Oui, absolument. OK. Bon, alors, le fleuve, il est là, on le prend pour acquis. Est-ce qu'il est en bonne santé? Oui, bien, les indicateurs varient. Si on veut voir les choses sous un angle positif, il y a moins de pollution liée aux eaux usées dans le Saint-Laurent qu'on retrouve depuis quelques années. Parce qu'il y a eu des politiques Donc, aussi, de plus en plus, on va filtrer nos eaux usées. Là. Absolument, c'est ça. On cherche à protéger, des à usines de filtration, préserver notre eau, parce qu'on sait bien que tout est interrelié. Il y a eu une certaine période où ça s'en allait automatiquement dans le fleuve. Oui, puis il y a certaines villes, certains villages où c'est encore le cas. Donc, il y a encore du travail à faire pour le traitement des eaux usées. Mais oui, c'est sûr que ça se développe rapidement. Puis ce sont des mesures qui sont possibles de prendre, où on connaît les solutions pour améliorer l'état de la qualité de l'eau. Par contre, il y a d'autres pollutions, d'autres facteurs qui viennent contrebalancer cette espèce de bilan qui peut être vu de façon plus optimiste, comme par exemple l'augmentation des plastiques qu'on retrouve dans les microplastiques, qu'on retrouve maintenant partout, qu'on retrouve même dans les gouttes de pluie, qu'on retrouve, là dernièrement je voyais dans la fosse des Mariannes, donc il y a des kilomètres et des kilomètres dans le Pacifique de profond. Donc c'est vraiment, les plastiques, c'est rendu un problème qui est global, qui est universel, et puis qui est de plus en plus, dont l'ampleur est de plus en plus prise en compte. Et puis, Est-ce que le génie humain va faire en sorte qu'on va pouvoir éradiquer tout ça? Bien, il y a des bonnes solutions qui sont proposées, mais c'est sûr qu'à la source, il faut vraiment qu'on diminue notre consommation de plastique. Il n'y a pas de miracle. OK. On est dans une société où on consomme vraiment trop de plastique. Ça a été une belle invention. Oui. On a sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir. Exactement. Puis donc, il y a cette problématique-là. Puis il y a aussi de plus en plus de zones qui sont découvertes et puis des zones de plus en plus étendues qui sont découvertes comme étant hypoxiques. Donc, où il y a peu d'oxygène, surtout dans les eaux profondes. Ah, c'est dans les eaux profondes, principalement? Bien, c'est de là que ça part parce qu'il y a des bactéries qui dégradent la matière organique. Et puis, pour ce faire, elles consomment l'oxygène. Et donc, ça fait en sorte que dans ces ça s'en va se déposer dans le fond marin. Oui, c'est puis là, ça. ben, OK. Donc, c'est complexe. C'est très complexe, puis ça fait en sorte que ça va affecter ensuite la migration de certains poissons, ça va affecter la répartition des espèces marines. Donc, il y a énormément d'enjeux qu'on peut traiter en lien avec nos environnements marins. Puis il y en a certains qui nous donnent espoir, puis d'autres pour lesquels il faut être plus vigilant puis chercher à agir, c'est ça, à la source. La région de Charlevoix est quand même privilégiée en ce sens qu'on a accès à des gros mammifères, les fameuses baleines ou les belugas. C'est à peu près la limite là, qui peuvent effectivement se rendre dans le fleuve. Il y a même une zone sur la rive sud, en face de Rivière-du-Loup, où c'est les belugas où ils peuvent se reproduire. Oui. Alors, on est dans un écosystème fragile, nous, parce qu'on est comme à la limite de quelque chose qui représente l'océan versus l'eau douce et le fleuve. Là. Oui, bien en fait, on est encore dans une zone saumâtre, donc qui est justement entre les eaux douces et puis les eaux marines. Mais oui, pour la vie, c'est sûr qu'on a une responsabilité par rapport à la vie marine, aux mammifères marins. On est encore ici dans l'habitat essentiel du beluga, donc ce qui a été déterminé comme étant la zone, entre autres à l'île aux Coudes, la zone de passage d'été des belugas. Donc, oui, il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a plusieurs activités qui peuvent avoir un impact fort sur ces populations-là. On sait que la population des belugas du Saint-Laurent décline. Et, on n'a pas trouvé encore la raison officiellement. Non, on n'a pas trouvé la raison officielle. Il y a plusieurs années, on disait que les belugas étaient considérés comme des déchets toxiques tellement ils avaient accumulé dans leur tissu adipeux, dans leur graisse de contaminants, de métaux lourds. Mais maintenant, on a l'impression aussi que la navigation, comme les belugas communiquent par écolocalisation,
la navigation, les bruits sous-marins ont aussi un fort impact sur leur Parce qu'il y a de plus en capacité plus de navigation sur le fleuve. Exactement. Puis donc leur capacité à communiquer entre eux, que ce soit pour trouver des sites d'alimentation ou pour se regrouper entre eux pour que les mères puissent aussi s'occuper de leurs petits. C'est tout affecté par cette pollution marine-là. On est dans un gros dilemme. On veut les protéger, puis en même temps, on a besoin d'une économie. Comment trouver le juste milieu? Pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça que... C'est un peu votre rôle. Exactement. C'est exactement notre rôle parce que nous, on n'est pas dans un camp ou dans un autre. On cherche vraiment à concilier les usages du Saint-Laurent puis de la zone qu'on couvre, notre territoire. Donc, c'est d'essayer de comprendre quels sont les intérêts, les enjeux que les riverains, que les différents groupes d'acteurs vivent, puis de voir comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre à travers tout ça, puis faire en sorte à la fois de préserver le Saint-Laurent, mais pas de s'en couper complètement non plus. Non, puis je regardais, on parle de Charlevoix, Saguenay. On part. Les fleuves, pas les fleuves, pardon, mais les villages qui côtoient le fleuve, on parle de Petite-Rivière-Saint-François, Baie-Saint-Paul, l'Île-aux-Coudes, Saint-Joseph-la-Rive, les Éboulements, Oui. Saint-Irénée, Pointe-au-Pic, la Malbaie, Saint-Siméon, Oui. Port-au-Percy entre deux. Oui, bon, on peut le dire. On peut le dire. Saint-Siméon, ouais. Il y a une petite église. Après ça, Saint-Siméon, je crois. Oui. Je l'ai mentionné. Baie-Sainte-Catherine. Baie-Sainte-Catherine. Puis là, on s'en va vers le Saguenay. Il y a quoi? Il y a Sacré-Cœur d'un côté. Il y a L'Anse-Saint-Jean. Il y a L'Anse-Saint-Jean, il y a Petit-Saguenay. Petit-Saguenay, Sainte-Rose-du-Nord. Oui, la baie. La baie. Chicoutimi. De l'autre côté, il y a Saint-Fulgence. Oui, on couvre tous ces villages-là. Puis chacun, Sainte-Rose-du-Nord, c'est ça, ils ont chacun des enjeux différents. C'est ça, parce que selon la localisation, il y a des particularités à chacune de ces localisations-là. Oui, puis des secteurs économiques qui sont davantage mis de l'avant, que ce soit un secteur plus industriel. Il peut y avoir des grosses industries comme l'industrie de l'aluminium, Alcan. Il peut y avoir des ports dans certains villages, à la baie notamment. Et commerciaux. Et de plaisance. Oui, des marinas. Il y a aussi des activités touristiques qui sont davantage mises de l'avant. Ça peut être des petites embarcations, des kayaks dans certains... Comme ici à Baie-Saint-Paul, avec Catabatic. Avec Catabatic, c'est ça. Donc, dans certaines zones, ça peut être ça qui fait vivre une partie de la communauté. Puis dans d'autres, je pense à Petite-Rivière, on les surnomme les anguilles, mais il y avait de la pêche à l'anguille. Mais oui. Sur une base commerciale. Oui. Aujourd'hui, c'est pratiquement disparu. Non, mais c'est quand même... Là, je viens de revenir d'un atelier du Fonds de restauration côtière à Vancouver. Puis c'est quand même encourageant de voir qu'il y a des aménagements qui se font de plus en plus pour essayer de réhabiliter les populations d'anguilles, notamment. Là, il y a plusieurs espèces qu'on cherche à faire revenir, régénérer. Là. Mais entre autres, les anguilles, il y a plusieurs barrages auxquels on a intégrer des passes anguilles. C'est les Hurons-Wendat, notamment, qui ont fait ça dernièrement sur plusieurs rivières, sur plusieurs affluents du Saint-Laurent. Un peu comme pour les saumons, donc on le fait pour l'anguille. Exactement. C'est d'autres... Il faut penser à d'autres paramètres parce que leur frais n'est pas exactement la même... ne se fait pas de la même façon que les saumons. Mais par contre, c'est ça, c'est encourageant de voir qu'on peut restaurer certaines populations. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, l'anguille va bien se porter en Charlevoix, mais il y a des moyens. Il y a de l'espoir, puis il faut consacrer des efforts, des énergies, des moyens pour restaurer les habitats. Puis, en général, ça a du succès assez rapidement. Même on le voit là, actuellement à Venise. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, le fameux dauphin, j'allais en venir là, justement. Je veux dire, ils ont vu quelque chose ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu. Là, exactement. Dû au coronavirus. Donc, baisse effectivement de la navigation et tout ce qu'il y en est. L'eau est devenue plus claire. Ils ont vu apparaître des dauphins. Oui, wow. Ben oui, c'est fantastique. Hein? Ouais, donc, ça nous montre, d'une part, c'est fantastique parce que ça nous montre que le retour à un état plus sain est possible et rapide. Puis d'autre part, ça nous montre à quel point, comme humains, on a un impact fort sur nos milieux naturels, puis dont on dépend. On est très égoïste, hein? On est très égoïste. Il y a eu ici, à l'automne dernier, une mise en valeur et un développement du fleuve, en fait, une rencontre. Oui, qui un atelier. visait la mise en valeur et le développement du fleuve Saint-Laurent. Absolument.
Donc là-dedans, il y avait des enjeux, il y avait des opportunités qui ont été identifiées, mais il y avait 4 thèmes en particulier, je crois, là. Oui. Bien, en fait, ça, c'était une initiative qu'on a développée avec la MRC de Charlevoix. Donc, c'était vraiment pour les municipalités riveraines. Ça touchait principalement, disons, les municipalités riveraines de la MRC de Charlevoix. Puis, oui, on voulait traiter à la fois des éléments associés au fleuve que sont le patrimoine, l'environnement plus naturel, le développement économique, donc les projets qui sont possibles de développer. Et puis l'autre, je me rappelle plus c'était quoi, je pense que vous l'avez dans vos... Récréo-touristique, effectivement, activités nautiques, l'environnement, les paysage. accès, la sécurité, c'est ça, la sécurité aussi, oui. Parce que c'est un gros enjeu en Charlevoix. On veut remettre de l'avant le fleuve, on veut développer davantage d'activités liées au fleuve. Mais il y a des courants forts. Ici, c'est ça. Juste à côté de l'île aux Coudres, et Saint-Joseph-de-la-Rive, c'est une section à qui fort est délicate, courant. absolument. Donc là, entre autres, nous, au comité ZIP, on cherche à relancer la route bleue, mais on ne peut pas développer des projets comme ça sans vraiment tenir compte de façon extrêmement rigoureuse des enjeux de sécurité. Et donc, c'est un élément qui est à développer en amont de tous ces développements-là, tous les projets, parce que si on donne plus d'accès, qu'on propose des activités, il faut qu'on assure la sécurité là, des usagers. Il faut être responsable. Voilà, imputable de ce que l'on fait en termes de décision, parce que c'est bien d'amuser le monde, mais on veut qu'ils reviennent. Puis ne serait-ce que de tomber à l'eau, ici, c'est un danger. Donc, oui, il faut faire attention à tous ces éléments-là. Côté rencontre, ça a été intéressant? C'était super intéressant. Il y avait une 50aine de participants à l'atelier, des gens de tous les domaines, que ce soit justement du secteur touristique, de la Société des traversiers, des personnes qui viennent parce qu'ils sont intéressés à titre personnel, parce qu'ils s'intéressent à la voile ou à différentes activités. Beaucoup de représentants aussi des municipalités. Parce que je pense qu'en Charlevoix, puis c'est comme ça, je crois aussi en Charlevoix-Est, dans les autres MRC, mais on n'a pas encore fait le tour. Là. On aimerait faire ce type d'atelier-là un peu partout sur notre territoire pour essayer de dégager une vision globale? Vraiment, globale, et puis une vision qui soit la plus consensuelle possible par rapport justement parce qu'on peut pas tout faire en même temps, de Saint-Laurent. Non, c'est ça. Mais par contre, d'avoir ce type, de pratiquer ce type d'exercice-là, ça nous permet ensuite d'avoir une meilleure vision à long terme, puis une meilleure vision du territoire. Donc, il y a certains projets, suite à cet atelier-là, il y a certains projets qui auront été dégagés, qui vont peut-être voir le jour, justement. Puis il y en a d'autres qui seront peut-être juste gardés en tête, c'est ça. Peut-être dans le futur, on ne sait jamais. Ça, éventuellement. Mais ça permet de voir une diversité de visions du Saint-Laurent, puis de comprendre les enjeux auxquels les gens font face. D'un extrême à l'autre, ça peut ressembler quoi, là? Comme projet? Oui. Il y a la relance de la route bleue, ça a pu... C'est sûr qu'il y a des intervenants qui auraient été intéressés à développer les croisières de grande échelle, là, mais c'est pas possible de toute façon en Charlevoix. Donc, ça, c'est... Il n'y a pas de projet de fou, je dirais. Non, mais il y a des projets qui... il y a des projets plus ambitieux. Comme par exemple, ce qui serait ambitieux, puis qui, là, pour l'instant, n'est pas possible, mais ce serait de faire une promenade qui relie Saint-Joseph-de-la-Rive jusqu'à Baie-Saint-Paul. Donc, qui permette véritablement d'avoir accès au Saint-Laurent, aux beaux paysages côtiers qu'on a dans ce coin-là. Mais il y a toutes sortes d'obstacles, que ce soit liés au chemin de fer, à l'érosion, à des zones qui sont plus sensibles, comme le marais de Saint-Joseph-de-la-Rive, qui est un marais très important pour sa biodiversité. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux qu'il faut considérer. Puis, comme ça recoupe aussi plusieurs municipalités, ça implique aussi une mobilisation qui est un peu différente que des projets qui sont plus circonscrits localement.
Mais ça serait un super beau projet parce que, entre autres, on pourrait l'utiliser l'été pour marcher, peut-être faire du vélo. Mais on pourrait aussi l'utiliser l'hiver pour faire du ski de fond et puis... Même du fat bike, les fameux vélos là, à roues surdimensionnées. C'est ça. Donc ça, c'est plus un projet, disons, qui fait rêver, mais je ne sais pas comment on va pouvoir le développer. Il faudrait qu'il y ait des gros investissements. Je sais qu'à Petite-Rivière, il y a une section piste cyclable qui est à peu près 1 kilomètre. C'est beau, c'est court, tout est là. Ici, à Baie-Saint-Paul, il y a le fameux pavillon Saint-Laurent qui s'en vient, en principe, là, qui est sur la rive et les berges. Oui, en principe, dans 1 an à peu près, ça devrait être fini d'être construit. Mais oui, on a très hâte de voir ça. Je veux dire, pour nous, ça serait une vitrine extraordinaire d'avoir ce pavillon-là qui s'appelle Pavillon Saint-Laurent, donc qui est là pour mettre en valeur le Saint-Laurent et pour le faire connaître davantage à la fois à la population locale par des activités scolaires, tout ça, mais aussi aux touristes, aux gens qui veulent venir profiter de cet espace-là qui est tellement bien situé. Le fameux Club Med qui s'en vient bientôt, donc je dirais une population mondiale qui s'en vient ici, c'est une façon de découvrir effectivement les beautés de la région. Ce n'est pas un club fermé, c'est un club ouvert. Donc, ils vont se déplacer. Oui. Alors, mais on a le fleuve, on a l'arrière-pays. Oui. Bien, il faut penser aussi aux besoins locaux. Là, c'est sûr que le Club Med, c'est un projet qui crée des divisions puis qui crée des craintes, des attentes et des craintes. Donc, je pense qu'il faut traiter ce sujet-là de façon assez délicate. Puis, donc faire attention justement oui, il faut attirer les touristes, mais pas seulement, pas baser son développement là-dessus. Puis c'est tout à fait la vision aussi de la MRC, de considérer le tourisme, de le développer. Comme un élément et non pas le principal élément. Oui, de penser aussi aux locaux, finalement. Parce que si on fait fuir les locaux, pas intéressant. Non, c'est ça. C'est d'ailleurs notre région. Voilà. Voilà. Puis je pense Alors, vous, par rapport à tous ces projets-là, vous êtes un organisme qui vient rassembler l'ensemble des informations, vous posez des questions, vous colligez l'ensemble des réponses, façon de parler, pour en arriver à faire un tout, puis voici qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de gros bon sens comme développement dans la région? Un peu. On ne donne pas de directives par rapport au développement, mais ce n'est pas notre rôle. Mais par contre, on contribue à des projets, on peut faire des études pour voir la faisabilité environnementale, les impacts possibles sur le plan environnemental de certains projets. Comme là, actuellement, aux Éboulements, ils ont le projet donc, de réhabiliter la plage derrière l'ancienne école à Saint-Joseph-de-la-Rive. Puis il y a un petit muret, il y a du roseau commun, donc des plantes envahissantes. Donc il y a plusieurs étapes à franchir pour pouvoir avoir un accès. Cette plage-là a disparu avec le temps et la navigation, si je me souviens bien. Je ne sais pas exactement ce qui a fait en sorte qu'elle a disparu, mais c'est sûr que, oui, la navigation avec le bâtillage, là, les impacts sur les rives, l'érosion que ça crée, bien, ça peut limiter l'espace disponible pour la plage. Puis donc, justement, c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas voir les projets en silo, mais il faut considérer l'ensemble des facteurs. Puis voir dans le futur, se projeter dans le futur. Oui. Parce que là, présentement, il y a une sorte de réchauffement de la planète. Ça veut dire que les eaux devraient augmenter, le niveau d'eau devrait effectivement s'élever. Oui. Alors, ça va causer un problème sur les rivages. Absolument. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des secteurs actuellement qui sont inondés juste une fois de temps en temps, mais qui vont être inondés de façon de plus en plus fréquente avec le temps. D'autres qui ne sont pas nécessairement encore touchés, mais qui vont l'être avec le temps. Puis en fonction du substrat, du dénivelé, de toutes sortes de choses, le niveau de la mer va avoir la hausse du niveau de la mer va avoir des impacts différents. À tous les niveaux, non pas exclusivement sur le rivage, mais au niveau de la faune puis de la flore marine. Oui. Oh! C'est un gros sujet. Oui, c'est un gros dossier. C'est fort intéressant, remarquez. Puis, veut pas, je pense que plus on gratte pour aller chercher de l'information, plus on se rend compte que tout ça, c'est un écosystème, c'est très fragile. Oui. Puis là, justement, je vous parlais donc des phragmites, des roseaux communs à Saint-Joseph-de-la-Rive, mais les plantes exotiques envahissantes
qui profitent des changements climatiques, qui sont donc des plantes plus résistantes, plus opportunistes par rapport à d'autres espèces. C'est un problème qui va être de plus en plus présent aussi dans nos milieux riverains. Et puis, bien là, c'est les plantes, mais bon, les autres espèces aquatiques et marines envahissantes aussi risquent de débalancer là, les chaînes alimentaires. Vous qui avez les deux mains dedans, pour employer l'expression, l'avenir par rapport au fleuve, ça regarde bien? Mais moi, je pense que ça dépend de à quel point on prend nos responsabilités en tant que participants à cet écosystème-là, comme humains. Justement, on le voit. Est-ce que l'écoute n'est passablement là? Est-ce qu'on sent qu'il y a une volonté? Bien, il y a une volonté, là, actuellement. Bon, le gouvernement fédéral, c'est ça. Il y a du fédéral et provincial. Il y a du fédéral. Le fédéral, c'est un cours d'eau navigable, donc c'est fédéral. Exactement, c'est ça. Par contre, le fond marin, lui, c'est provincial? Oui, c'est ça. Ce qui est dans la colonne d'eau, c'est considéré du ressort du fédéral. Donc, la navigation, les pêches, c'est considéré du ressort du fédéral, alors que les fonds marins, c'est comme c'est encore le territoire du Québec. Il y aurait du pétrole, on pourrait creuser, puis ça serait au Québec. Bien, on pourrait, oui, c'est ça, je pense. J'espère qu'il n'y en a pas, là. Mais tout ça pour dire que ça serait le provincial qui aurait comme regard là-dessus, sans que le fédéral... Principalement. OK. Mais... oui, puis c'était un des litiges qu'il y avait par rapport à Old Harry, là, un gisement de... Alors, la météorite, elle est provinciale. Oui, en tout cas, oui, dans le fond. Oui, absolument. OK. Mais donc, c'est ça, au fédéral, il y a actuellement, il y a le Fonds de restauration côtière, il y a des programmes qui aident à restaurer l'habitat du poisson, qui sont très utiles, très prometteurs, mais souvent, ce sont des programmes sur une courte période de temps. Actuellement, on a le plan d'action Saint-Laurent. Comme tout programme. Voilà. On veut bien faire des choses, mais on n'est pas capable d'avoir la pérennité de ça pour avoir un suivi constant. Oui. Donc c'est vraiment important d'essayer d'avoir des programmes qui sont pérennes, qui durent dans le temps, qui nous permettent d'avoir des actions sur le Saint-Laurent ou sur nos milieux marins qui sont à long terme parce que c'est un long processus. Ça a pris du temps pour que la situation arrive au stade où elle est actuellement. Puis c'est encore un long processus pour restaurer, pour améliorer l'état du Saint-Laurent. Donc, oui, il y a des bonnes initiatives. Il y a aussi actuellement la vision maritime du gouvernement du Québec qui est en train de se développer. Mais c'est sûr que nous, on essaie de faire en sorte que cette vision maritime-là intègre de façon vraiment intégrée les questions environnementales, l'état de santé du Saint-Laurent, du Saguenay. Est-ce qu'il y a une bonne communication entre l'ensemble des zones que vous aviez identifiées au début? Entre les zones d'intervention prioritaire? Bien, on essaie d'avoir une vision intégrée, justement, puis on essaie de traiter les enjeux de façon transversale sur l'ensemble du territoire, mais c'est sûr qu'on est quand même des petites équipes souvent à couvrir des grands territoires. Donc déjà, juste de nous occuper de nos territoires respectifs, c'est exigeant. Puis donc, c'est pas toujours facile de bien présenter bien arrimer nos actions. Okay. Mais c'est quelque chose vers quoi on tend de plus en plus puis qu'on cherche à faire. Donc, oui, puis c'est essentiel parce qu'évidemment, c'est pas à Tadoussac que ça arrête. Et l'équipe, vous parlez d'équipe, si vous êtes combien ici? Bien, ici, en Charlevoix, on est 2. 2 personnes? Oui, c'est ça, on est vraiment puis de formation géologique, on joue oui, bien, c'est ça. Victor Olivier, qui est chargé de projet, lui, a une formation plus en géographie. Puis moi, j'ai une formation en biologie marine, mais ensuite qui a évolué plus vers les sciences sociales, la concertation, justement. Donc, faire le pont. Oui, absolument. Faire le pont entre les activités humaines, nos besoins humains et la vie marine et puis la nature dont on fait partie, mais qu'on traite trop souvent comme étant on le prend pour acquis. Oui, comme étant acquise, puis comme étant aussi étrangère à nous, alors qu'on en fait partie. Puis, voilà, tout est là. C'est bien dit. Je pense qu'on peut clore on fait partie d'un tout. Tout est dans tout. Oui. À ce qu'ils disent, hein?
Super. Bien, écoutez, Raphaël Dansette, merci beaucoup. Merci à vous. Si on veut de l'information, il y a un site Internet, il y a quelque chose? Oui, on oui. peut s'y Si vous référer? tapez les mots ZIP Saguenay-Charlevoix, vous allez tomber directement sur notre site Web. Il y a de l'information, il y a des rapports qu'on a déjà publiés dans le passé. On en a quand même plusieurs qu'on doit encore numériser, qui ne sont pas nécessairement encore disponibles. Là, mais justement, comme ça fait 20 ans qu'on existe, il y avait Il y a du du matériel. matériel papier qu'il faut encore numériser. OK. Mais oui, il y a beaucoup d'informations. Vous avez aussi les coordonnées pour nous rejoindre, pour devenir membre aussi, parce que... On peut devenir membre. Absolument, puis OK. ça coûte rien. Puis je pense que c'est comme ça aussi que le comité ZIP va continuer à vivre et à bien assumer sa mission, c'est en ayant des membres qui nous font part de leurs intérêts, de leurs préoccupations, de ce qu'ils voient, de leurs devenant observations. membre, on a comme une sorte de droit de parole. Bien, c'est que vous allez avoir accès à nos infolettres, donc D'accord. 2 fois par année, un petit rapport de nos activités. Puis oui, si vous voulez communiquer avec nous, mais bon, ça, tout le monde peut le faire, pas besoin d'être membre pour s'adresser à nous, mais c'est sûr que vous pouvez assister à nos assemblées générales, puis à ce moment-là aussi Parce que vous vous êtes impliquer un davantage. organisme à but non Oui, lucratif. absolument. OK. Puis tout ça est subventionné par les gouvernements Bien, on a un fonds de roulement qui vient du gouvernement fédéral, fédéraux. Environnement Changement climatique Canada. OK. Mais c'est juste une partie de notre financement. Une grande partie de notre financement, sinon, vient de subventions qu'on va chercher pour des projets donnés. Donc, que ça soit, là, par exemple, on a un Alors, projet... en plus d'aller chercher la concertation du milieu, il faut que vous travailliez sur des dossiers pour aller subvenir à votre besoin. Absolument. Bien, oui, c'est Ah, la paperasse, la paperasse, la paperasse. Oui, puis c'est le cas de beaucoup d'OBNL. Oui, effectivement. On est plusieurs dans cette situation-là. C'est un peu dommage parce que justement, ça fait en sorte qu'une part de nos énergies sont consacrées à autre chose que notre mission directement. Mais c'est comme ça que le système fonctionne. Donc, il y a quand même du chemin qui a été fait depuis 20 ans, quoi. Alors, il faut le voir comme ça. Oui, absolument. Hein? Oui. Super. Bien, merci beaucoup. Bien, merci. On s'en reparle sûrement parce que le fleuve, il disparaîtra pas demain. Non. Merci. Martin Tremblay Meubles est heureux de vous présenter l'émission À votre service. Pour vos meubles, électroménagers, matelas, appareils électroniques et accessoires, une adresse dans Charlevoix, Martin Tremblay Meubles. Voilà, une autre émission d'À votre service qui s'achève. Merci à notre invitée, Mme Dansette. Écoutez, le fleuve Saint-Laurent, hein, avec sa fragilité, sa beauté, sa complexité, c'est un écosystème complexe, c'est le cas de le dire, et il faut faire en sorte de bien le protéger. Restez à l'écoute de TVCO pour plusieurs types d'émissions, entre autres une émission spéciale sur le coronavirus. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même poste, pour une autre émission à votre service. D'ici là, gardez courage, gardez le sourire, portez-vous bien, à très bientôt, au revoir.